Les cryptos jouent au pump and dump dans un range sans fin où on peut se demander si leur seul but c'est de nous faire mourir d'ennui. Alors oui, on attend la réglementation, oui, on attend les ETF, oui, on attend le bull run, mais il y a beaucoup de choses qui avancent rapidement et c'est pas forcément dans le bon sens. Sur la macroéconomie, le chômage augmente, le PIB baisse, l'inflation reste haute, les signes de la crise sont de plus en plus forts, mais concrètement on se dirige vers quoi? Et surtout, dans combien de temps? On va voir ensemble qu'il y a des éléments du passé qui nous aident à y voir plus clair, mais il reste pas mal de questions. Quel va être le rôle de Bitcoin dans tout ça, et surtout comment cette crise va impacter son prix sur ce cycle et les prochains? Que va-t-il se passer pour les altcoins? Je vais vous donner mon analyse de la situation. Bonjour, c'est Cryptolis, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Forcément, quand on parle de Bitcoin, on est obligé de parler de macroéconomie. C'est pas un secret, on l'a bien vu le cycle précédent, lorsqu'il y a eu la crise économique en 2021, il y a eu une chute drastique de Bitcoin qui s'est fait voir et qui a été relativement violente. Ça a entraîné des impacts sur le monde crypto qui ont été très forts et ce n'est que le début. À savoir que maintenant avec les ETF, on a de plus en plus d'interconnexions entre la macroéconomie et Bitcoin et les liquidités entre ceux qui sont dans les ETF, donc c'est-à-dire des institutionnels, qui ont une gestion économique plutôt traditionnelle, et donc forcément qui vont être liés sur une gestion du risque plutôt traditionnelle aussi. Donc il faut comprendre ce qui se passe dans la macroéconomie pour comprendre ce qui va se passer sur Bitcoin dans ce cycle et dans les prochains cycles, et c'est un petit peu la discussion de cette vidéo, comme je vous l'ai dit en introduction. Et pour ça, on va être obligé d'aller voir un petit peu le chiffre drastique qui est tombé aujourd'hui, qui est le taux du chômage, aujourd'hui, qui est tombé vendredi 7 juin, le taux du chômage, 4% sur 3,9. On a bien une augmentation du chômage et on va expliquer pourquoi c'est un signe important au niveau de la macroéconomie. Même si on a un SP500 qui imprime des plus hauts, et même si on a un Nasdaq qui imprime encore une fois des plus hauts, on a à côté quand même une pression qui est très très forte au niveau de la macroéconomie. On va expliquer pourquoi c'est en train d'imprimer des plus hauts actuellement et l'impact que ça va avoir par la suite. Vous allez vite comprendre que tout est lié et surtout la place de Bitcoin dans tout ça va être certainement très importante et c'est là où on va voir si Bitcoin va être capable de pouvoir assurer un petit peu les promesses de Satoshi Nakamoto. Clairement, on va pas se leurrer, oui, on sait que c'est compliqué en termes de macroéconomie et en économie générale, mais il y a quelque chose qui est très important qui a permis d'avoir l'accélération du S&P 500 et du Nasdaq qui nous a sorti du creux où on était il y a pas si longtemps que ça, hein. Je rappelle que c'était l'année dernière dans lequel on était dans une partie qui était très très basse, hop, 2022, décembre 2022, et justement, toute cette phase d'accélération, ça a été quoi? Principalement l'intelligence artificielle, et c'est pas pour rien qu'on a une notion de loi antitrust autour de Microsoft, d'OpenAI et de Nvidia, qui porte, on va pas se le cacher, le Nasdaq et l'économie américaine, qui porte vraiment toute cette accélération haussière, parce qu'on va pas faire l'autruche, on sait très bien que la macroéconomie ne va pas super bien, on sait que c'est compliqué, comme on a pu le voir au niveau du taux de chômage, comme on peut le voir au niveau des taux directeurs de la Fed, et surtout de l'inflation. On comprend bien qu'on a les taux qui sont très élevés, déjà depuis un certain temps maintenant, qui diminuent la liquidité générale du marché, on voit qu'on a le taux de chômage qui commence à monter, et on a une inflation malheureusement qui ne descend pas. Il faut comprendre que ces trois éléments-là déterminent la santé économique du pays avec le PIB derrière. Le PIB étant la croissance générale du pays. On sait qu'on a aussi une relation importante entre le PIB et la croissance. C'est-à-dire que j'ai une croissance qui doit être corrélée au PIB. Et donc si j'ai une décorrélation, sous-entendu que je n'ai pas de croissance alors que j'ai une inflation qui monte, je me retrouve dans une situation qui est très complexe économiquement. Et nous sommes au bord de la réponse à cette question et qui va déterminer la réaction de Jérôme Powell, la réaction du marché à cette réaction de Jérôme Powell et potentiellement la suite sur les prochains mois / prochaines années dans lesquelles on risque d'avoir quelque chose qui va être assez violent. Vous inquiétez pas, on va résumer ça dans quelques instants, mais avant il faut vraiment comprendre pourquoi le chiffre du taux de chômage est impactant. Nous sommes arrivés dans la zone des 4%, je vous avais annoncé qu'il y a de grandes chances qu'on arrive ici, et quand on arrive dans les 4%, on arrive dans la zone de récession potentielle, dans laquelle on sait que c'est tendu au niveau de l'économie américaine, ça veut dire qu'il y a 4% de chômage, et généralement dans l'économie américaine, c'est signe de la mise en place soit d'une récession, soit plus grave, d'une stagflation qu'on ira voir tout à l'heure. Et justement, le but était d'arriver sur le soft landing et rester en dessous de 3,5 et idéalement rester vraiment en dessous, c'est-à-dire potentiellement dans les alentours de 3,4, voire même un petit peu plus bas, pour avoir un chômage très faible, une économie qui pousse, et là, actuellement, ce n'est pas le cas. Alors oui, on a une économie qui est dopée à l'intelligence artificielle, qui pousse
principalement grâce aux sites magnifiques, donc aux corporations qui peuvent se permettre de pouvoir avoir l'intelligence artificielle et booster leurs marges, parce que globalement c'est ce qui les fait évoluer, c'est-à-dire qu'elles produisent énormément de valeur ajoutée, et ce n'est pas de la valeur ajoutée liée au travail en lui-même, mais c'est de la valeur ajoutée liée à de l'optimisation de coûts, principalement par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Gardez-le bien en tête, parce que ça va revenir sur le tapis dans quelques instants. Alors, oui, on parle du taux de chômage, c'est un des indicateurs géré par Jérôme Powell. Il surveille cette partie-là. Si on dépasse des niveaux importants, il va devoir agir. On rappelle que Jérôme Powell, ses missions, c'est de maintenir l'inflation basse et le job au niveau des USA. Bon, les jobs, c'est pas ça. Et quand on regarde un petit peu l'inflation, c'est pas ça non plus, on n'arrive pas à cet objectif des 2%, on est toujours bloqué sur ce palier de 3,5 d'inflation. Et ça risque de ne pas changer pendant un certain temps. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde, pareil, ce taux de chômage aux 3 mois et qu'on revient dans le passé, on rajoute ici cette inflation, donc on a bien les deux indicateurs surveillés par Jérôme Powell, et on regarde ce qui se passe un petit peu, enfin plutôt ce qui s'est passé dans les années 70 aux USA, et on voit qu'on a la représentation de ce qu'est une stagflation, qui a été déclenchée principalement par la guerre du Kippour. Et pour rappel, à cette époque-là, on va revenir un petit peu en arrière, il y a eu une demande d'aide du gouvernement américain en disant, voilà, on va créer de la dette, 2,2 milliards de dollars d'aide, pour aider Israël dans ce conflit, le conflit du Kippour, et en réponse, on a eu les pays arabes qui ont décidé d'impacter directement le pétrole pour pouvoir limiter l'impact des USA dans le conflit du Moyen-Orient. Et donc il y a eu un choc pétrolier qui a été très fort, le baril a été multiplié par 3. Alors ça, c'est intéressant, on va juste faire une pause dessus. Pourquoi ? Parce que quand on multiplie le baril par 3, ça veut dire qu'on multiplie la source énergétique par 3. Et on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte entre l'énergie, donc le pétrole, et le PIB. Si le prix du pétrole monte, généralement le PIB monte moins vite, voire même chute, tout simplement parce que c'est compliqué de pouvoir attribuer, donner l'énergie et transformer cette énergie en croissance. C'est une liaison qui est très très forte, et c'est quelque chose qui s'est vu notamment dans les années 70, où il y avait une véritable consommation énorme au niveau du pétrole, et toute l'économie tournait autour de la transformation du pétrole et de la consommation du pétrole en tant que source d'énergie principale. Et forcément, on a eu une inflation qui a monté en flèche, et à côté un taux de chômage qui est monté en flèche. C'est le principe même de la stagflation, dans lequel on a un PIB qui baisse, une inflation qui monte, un chômage qui monte. Ça veut dire qu'on a une décorrélation entre le PIB et l'inflation, liée principalement à la crise économique sur la gestion de l'énergie. Et quand on regarde ça, on peut se poser la question, est-ce que nous sommes pas dans cette même situation ? Nous avons une crise au Moyen-Orient, nous avons les pays de l'OPEC qui ont décidé de continuer leur diminution drastique de production de pétrole, donc encore une fois pour essayer de maintenir un pétrole qui est relativement haut. Alors c'est quand même compliqué parce que on a une diminution de consommation générale du pétrole mondial, parce que oui, on a une économie qui est en train de ralentir, et c'est un fait. On sait que mondialement, l'économie est en train de ralentir, mais malgré ça, le prix du pétrole reste élevé. Et malgré ça, on se retrouve dans une situation qui pourrait être un petit peu semblable à cette stagflation, dans lequel nous avons aussi ici une inflation qui reste relativement élevée, qui pourrait être cette phase ici que l'on pourrait voir, et on commence à voir ici le taux de chômage qui monte doucement, mais on sait très bien qu'on a des formes de paliers, c'est-à-dire qu'on a la mise en place d'un palier, une rupture économique, et ensuite on a une accélération du taux de chômage qui est très très forte, qu'on retrouve ici. Et c'est quelque chose que l'on pourrait avoir, et je pense que c'est quelque chose qui fait peur, en tout cas à Jérôme Powell, et certainement c'est quelque chose qui pourrait être déterminant pour le passage à l'action. Et la problématique, c'est quelles sont les actions que Jérôme Powell pourrait mettre en place. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il n'a pas beaucoup, en fait, d'actions. Il va jouer sur la quantité de liquidités mise à disposition sur le marché économique. Avec quoi ? Avec les taux. Et le problème, c'est que les taux vont jouer sur l'inflation, ici, donc potentiellement la mise en place de la diminution des taux peuvent faire remonter l'inflation, et si, malheureusement, le taux de chômage ne descend pas, et que, ici, notre courbe, qui représente le PIB américain, ne remonte pas en cohérence avec l'inflation, ça sous-entend qu'on se retrouve dans un setup de stagflation, et ça peut durer pendant longtemps, et c'est quelque chose qui est vraiment destructeur au niveau de l'économie, qui est même peut-être plus destructeur que les phases de dépression ou les phases de récession. Il faut comprendre que la stagflation, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas de croissance,
Et économiquement, on a une destruction réelle de richesse et passe par un fort taux de chômage. Cette destruction est généralement aussi propice à la mise en place d'une transformation économique et industrielle, comme on a pu le connaître dans les années 80, et c'est pour ça aussi qu'on pourrait se retrouver dans une transition autour de l'intelligence artificielle, et que cette vague, ici, de destruction de valeur qui pourrait arriver dans une forme de stagflation, pourrait être le vecteur d'un nouveau cycle qui se met en place. Combien de temps ça dure? Si on regarde historiquement, hop, on va reprendre ce graphique-là, on voit que c'est quelque chose qui prend son temps. 74 jusqu'aux années 80, c'est quelque chose qui peut durer entre, globalement, 5 ans jusqu'à 10 ans. Mais ça, c'est dans une économie qui était peut-être moins interconnectée que celle que l'on connaît actuellement. Et c'est vrai que maintenant, nous sommes plus dans une économie qui est sur des cycles raccourcis, et ici, on pourrait avoir l'intelligence artificielle qui permettrait d'avoir un essor beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Et c'est pour ça aussi que dans l'idée générale que l'on avait historiquement, dans cette période de 2022, on se disait que oui, on se dirigeait vers une période de récession un peu complexe, où on avait une destruction de valeur qui pourrait arriver et potentiellement aller chercher des niveaux beaucoup plus bas au niveau du Nasdaq, mais ça, ici, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui a poussé ici. Et on sait que l'intelligence artificielle est vecteur de création de valeur, mais par la destruction d'emplois, entre autres, et de la restructuration, et c'est quelque chose qui peut être complexe. Donc, pour résumer un petit peu cette situation macroéconomique. Pour moi, oui, on a des signes d'une crise qui va arriver, une crise qui ressemble grandement à une stagflation, et on va avoir la réponse, dans tous les cas, dans les mois à venir. On va avoir une réponse de Jérôme Powell, à travers une diminution des taux, on va avoir une réaction, certainement du Nasdaq et du S&P 500, qui peuvent être plutôt positive, mais qui ne sera que de courte durée, avant d'arriver vraiment dans la crise de stagflation et de destruction de valeur qui va être obligatoire avant de pouvoir repartir dans un cycle haussier. Et pour moi, ça va être vraiment calé, et c'est l'accord que j'ai par rapport aux différentes vidéos que je vous ai déjà faites, ça renforce mon biais sur le fait que oui, on va avoir une crise économique, qu'elle va arriver certainement à la fin du cycle que l'on connaît au niveau de Bitcoin, qui va durer certainement pendant tout le bear, peut-être même un petit peu plus, avant de repartir dans une nouvelle phase d'économie plutôt positive et repartir dans un nouveau cycle au niveau de Bitcoin. La réponse elle est simple, suivant la macroéconomie, et encore une fois, c'est une temporalité qui est relativement longue. Ça ne sert à rien de se poser trop de questions maintenant, il faut se concentrer sur le cycle, et justement, c'est un petit peu l'idée de la discussion que l'on va avoir maintenant, c'est sur Bitcoin quel va être réellement l'impact. On va faire une petite pause avant, si jamais vous avez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple et c'est gratuit, likez, partagez et abonnez-vous, ça vous coûte rien et moi ça m'aide énormément, ça référence la chaîne. Alors, maintenant sur Bitcoin, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que pour ce cycle, ça va être même très positif. Pourquoi? Parce que la baisse des taux de la Fed va entraîner une injection de liquidité. Cette injection de liquidité est toujours favorable aux crypto-monnaies et derrière aux equity, donc c'est-à-dire aux actions ou marchés à risque, et très peu généralement aux bons au trésor. Donc là, on va avoir un transfert de liquidité et ça va être très positif sur cette première phase d'accélération. Encore une fois, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui ne va pas arriver du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se met en place maintenant, on le voit arriver petit à petit, et on le voit aussi arriver sur le positionnement des certains milliardaires qui liquident une partie de leur stock, et on sait très bien que quand on commence à avoir ça, c'est que oui, on va avoir une crise, une période qui va être un petit peu compliquée, mais on n'oublie pas que ces périodes-là sont des périodes dans lesquelles on fait des richesses, à partir du moment où on est préparé, où on est prêt et dans lequel on a statué une stratégie pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Dans tous les cas, nous sommes dans la préparation, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Donc on va avoir cette phase de liquidité qui va se déverser dans Bitcoin, et pour moi, ça correspond exactement à cette typologie de fractalité dont on connaît la fractalité. Alors là, est-ce que c'est vraiment un signe ou pas? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un alignement des planètes qui se fait, et ce n'est pas pour rien pour moi que, oui, on va avoir certainement en septembre la mise en place des taux de la Fed avec les élections américaines, plus la réglementation, quand même un certain nombre de feux verts qui nous disent qu'on va avoir une phase d'expansion qui va être vraiment très intéressante. Maintenant, comment on va se comporter? Donc ça c'est la réponse court terme. Si je dois résumer, c'est vraiment court terme, on va avoir un afflux de liquidité, ça va être positif pour Bitcoin et l'ensemble des cryptos, dans lequel on va avoir un afflux de liquidité, on va pouvoir avoir un très bon cycle d'expansion. Par contre, il va falloir surveiller ce qui va se passer au niveau de la macroéconomie, parce que c'est pas parce que la planche à billets s'est rallumée que c'est quelque chose qui va durer ad vitam aeternam. Donc, à un moment donné, il y aura un retour de bâton au niveau de la macroéconomie, et c'est quelque chose qui impactera
très très fortement Bitcoin, qui importera très très fortement l'ensemble des cryptos, et dans lequel on risque d'avoir un bear qui va être peut-être un peu plus agressif que d'habitude, et on va retourner dans des niveaux un peu bas, mais ça on le verra avec le temps, on a le temps de se préparer, et on gérera cette période-là. En tout cas, ça veut dire aussi que dans cette phase de bear, on aura encore une fois des belles opportunités. Parce que pour moi, Bitcoin, c'est le moment de vérifier si oui ou non il est bien dans la vision qu'avait Satoshi Nakamoto. C'est est-ce qu'il va être résilient à cette phase de crise qui va être très importante, qui peut être aussi une crise de confiance, parce qu'on sait très bien que le domaine bancaire peut être mis à mal durant ces stagflations, et c'est là où on va voir si Bitcoin va être capable de pouvoir résister à cette liquidité. Et ça c'est intéressant, on a un autre graphique où je vous présente Bitcoin contre l'impression monétaire, et on voit qu'on est en train de sortir d'un cycle dans lequel on avait premier cycle, deuxième, en tout cas bull run de 2019, bull run, le dernier bull run que l'on a connu, et là on est dans cette phase d'accélération, mais en même temps, pourquoi? Parce que là on a une diminution de la liquidité, avec ici le tightening, donc c'est-à-dire que la Fed a décidé de diminuer l'impression monétaire qu'ils effectuent, et c'est pour ça qu'on a une accélération haussière qui est bien supérieure à cette partie-là, parce que justement, on n'imprime pas de l'argent, donc c'est-à-dire la division diminue, donc le Bitcoin se valorise, mais en même temps, à côté, on a l'autre partie de la division, où on a l'impression monétaire qui diminue. Donc on a une hypervalorisation qui a lieu maintenant, mais que va-t-il se passer quand on aura une hyperaccélération de Bitcoin qui se fera, avec derrière une impression monétaire, qui va compenser cette hyperaccélération? Pour moi, je pense qu'on ira faire quelque chose comme ça avant de repartir. Juste hop, nettoyer un petit peu le graphique avant de vous montrer ce que je pense, mais on va aller se diriger dans quelque chose qui va ressembler à une phase d'accélération de ce style-là, avant potentiellement d'avoir la phase de bear, où on descendra beaucoup plus drastiquement et on ira chercher peut-être des niveaux plus bas que ça. Mais là-dessus, c'est intéressant parce que pour une première fois, au niveau de Bitcoin, on va pouvoir faire le test de la résilience, de l'intérêt de Bitcoin sur la captation de monnaie et de valeur dans une crise qui arrivera dans les années qui arrivent. Encore une fois, n'oubliez pas, ce n'est pas demain, ça va arriver, oui, mais certainement dans plusieurs mois, plusieurs années. Encore une fois, nous avons le temps de nous préparer. Maintenant, la question qu'on va se poser, une fois qu'on a compris ça, ça va être, ok, mais quel va être l'impact long terme sur Bitcoin? Quel va être l'impact très long terme sur les prochains cycles? Pour moi, c'est compliqué d'y répondre maintenant, il va falloir voir l'ampleur de la crise, il va falloir voir surtout le comportement des institutionnels par rapport à la crise économique qu'il y aura et l'impact qu'il y aura sur Bitcoin. Parce qu'on n'oublie pas que nous avons les ETF, depuis le lancement de l'ETF spot Bitcoin, nous avons 260 000 Bitcoins qui ont été achetés, et on sait très bien que ça va continuer en tout cas sur ce cycle. Maintenant, que va-t-il se passer lorsqu'il y aura la crise économique américaine? Est-ce que ces institutionnels vont continuer à injecter des liquidités? Est-ce qu'ils vont retirer ces liquidités pour pouvoir en fait rester cash majoritairement, ce qui se passe beaucoup dans ces phases de crise? Ou est-ce que justement ils vont se protéger à travers Bitcoin et à travers l'or potentiellement? Et c'est là où on va voir si oui ou non les institutionnels considèrent Bitcoin sur le long terme dans une phase de crise, chose qu'on ne connaît pas encore maintenant. Il faut bien réaliser que nous n'avons pas de crise, on a eu une petite phase de crise et de récession, mais c'était quelque chose qui a été vraiment très faible par rapport à ce qui pourrait arriver par la suite, et peut-être même très court par rapport à ce qui pourrait arriver par la suite. Et c'est là où on va voir sur le long terme, est-ce que oui ou non on a un redépart de Bitcoin? C'est peut-être un des paris à prendre sur le prochain bear par la suite. Et la véritable question qu'on va se poser, c'est sur les prochains cycles, que va-t-il se passer pour les altcoins? Les altcoins, ça va être un petit peu plus compliqué. On sait très bien que Bitcoin a été instancié comme étant réellement une commodities. On sait que grâce aux ETF, on a un intérêt fort au niveau de Bitcoin et que ça fait partie maintenant des portefeuilles. On va avoir quelques mois, plusieurs années peut-être dans lesquelles on va avoir une instantiation de cette partie-là dans les portefeuilles. Et est-ce que c'est le cas pour les autres cryptos? J'ai envie de vous dire, pour les autres cryptos, les altcoins, c'est quelque chose qui est totalement différent, dans lequel ce sont des sociétés qui lèvent des fonds pour pouvoir avoir une évolution au niveau de la technologie. Et on sait très bien que la technologie est un vecteur d'expansion très fort, mais qui a besoin de beaucoup de liquidité. Et dans une stagflation, malheureusement, si c'est le cas, la liquidité, c'est ce qui risque de manquer le plus. Et c'est là où on va se poser la question sur des cryptos qui sont peut-être non instanciés, donc ça va peut-être pas être le cas pour Ethereum, pour Solana ou peut-être le top 10, mais que va-t-il se passer pour les autres qui cherchent à lever des fonds pour pouvoir justement développer leur nouvelle technologie? C'est là où ça va être peut-être plus compliqué et que le driving autour des ICO va totalement
changer et qu'on aura une méthode de fonctionnement qui sera aussi différente et une méthode d'investissement qui sera différente pour les prochains cycles. Et c'est en même temps ce qui est passionnant parce que, comme on le voit, la macroéconomie change régulièrement, on a une évolution et on voit en fait l'évolution et l'impact que ça peut avoir sur les crypto-monnaies et sur Bitcoin. Et c'est pour ça que généralement dans la vidéo du samedi, je vous allie les deux parce que 1, c'est ma passion et que 2, c'est quelque chose qui est excessivement intéressant à partir du moment où on a compris les mécaniques et on voit que tout est basé sur la liquidité. Et ça, c'est toujours le cas. Et c'est un peu la conclusion de cette vidéo-là. On va avoir une macroéconomie où, dans un premier temps, on va libérer de la liquidité qui va être bénéfique pour les cryptos. Ensuite, cette liquidité, elle va être comprimée par une phase de crise, potentiellement une stagflation, et dans lequel on va se poser la question si, oui, Bitcoin va être capable d'être résilient, et à quel point il va être résilient par rapport à ça. Est-ce qu'il va être impacté? Oui. Est-ce qu'il va être impacté énormément? C'est la grande question qu'il va falloir se poser. Par contre, pour les altcoins, oui, certainement, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, parce que la liquidité va être compressée. Dans cette phase de liquidité compressée, on se retrouve toujours sur une difficulté au niveau des assets à risque, comme par exemple les crypto-monnaies, avant de repartir sur un nouveau cycle. Et la grosse question, ça va être le rôle de l'intelligence artificielle dans tout ça, le rôle de l'intelligence artificielle dans l'économie américaine, au vu de l'expansion et de la vitesse d'expansion de l'intelligence artificielle, on pourrait se poser la question si elle ne serait pas la réponse à la prochaine crise, et justement le rôle qu'elle aura pourra entraîner une transformation réelle dans le paysage macroéconomique, et c'est un petit peu le mot de la fin. L'avènement des corporations, pour ceux qui ont vu Altered Carbon, on serait vraiment dans cette idée-là, alors dans une projection plutôt pessimiste des corporations, mais c'est quelque chose où on peut avoir vraiment un éclatement très important dans la répartition des richesses. C'est quelque chose qu'il faudra surveiller forcément, mais comme dans toute crise, il y a toujours des opportunités. La crise n'est pas encore là, on se concentre sur le cycle actuel, et nous sommes court terme, toujours dans un range, on ne l'oublie pas, tout simplement dans cette phase d'ennui, je reviens à mon introduction, parce que c'est toujours dans l'incertitude que l'on consolide, et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. Encore une fois, prenez le temps, réfléchissez, intéressez-vous, et vous allez voir que c'est vraiment passionnant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.